m'appelle David. Je vais vous présenter un peu un sujet que j'ai découvert il y a 2-3 semaines. C'est les closures en général. Là, on va les explorer en JavaScript. Modèle mental et pattern. Fait que ça part. Right, introduction. Moi, je suis qui? Je vous donne un peu mon background. Gradué en génie logiciel à l'Université Laval. Ça fait environ, ça fait moins d'un an. J'ai gradué en décembre. Fait que dans le fond, il faut savoir que ce bac-là, il est très orienté sur la programmation orientée objet. Fait qu'on apprend beaucoup Java, les classes, les design patterns, Martin Fowler, DDD. Toutes ces affaires-là, on apprend ça beaucoup, mais on n'apprend pas beaucoup de fonctionnel. Puis moi, ça fait moins d'un an que je suis un dev professionnel chez BudPress, fait que je suis rentré ici en mars. Puis dans le fond, c'est ça, ça veut aussi dire que ça fait moins d'un an que je fais du JavaScript en tant que profession. Donc, j'écris JavaScript tous les jours, TypeScript, mais c'est la même chose. Puis, je suis quelqu'un d'assez curieux, fait que j'aime ça, savoir comment ça marche en dessous comment ça marche en dessous. Fait que dans le fond, c'est ça, j'aime bien ça explorer. Puis, ben c'est ça. Ça m'a apporté pourquoi je fais cette présentation-là. Je fais cette présentation-là parce que les closures, c'est un concept qui est assez méconnu des junior devs. OK, je vais faire de quoi? Levez la main si vous savez c'est quoi une closure. OK, nice. Pas trop de monde. Parfait. Méconnu de plusieurs personnes, pas juste junior dev. Moi, je ne connaissais pas ça. Là, on dirait que j'ai comme les journées qui ont... En tout cas, de plus en plus que la journée du talk approchait, plus en plus que je doutais que j'étais le seul qui ne connaissait pas ça. Mais c'est parfait. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont apprendre des trucs ce soir. Je suis bien hype. Puis dans le fond, c'est ça. Ça fait moins d'un an que je suis un développeur professionnel. Puis selon moi, être professionnel, c'est maîtriser ses outils. Fait que je trouve ça important que je maîtrise JavaScript. C'est mon outil. Fait que je veux le maîtriser. Puis aussi, avec l'IA, dans le fond, je trouve qu'on va beaucoup offloader notre load cognitif à l'IA. Fait que si on a un problème, on peut juste lui demander fixe this, on a la réponse. On ne pense pas trop comment ça fonctionne en arrière. Si on a un problème, il faut OK, on demande à l'IA, puis d'habitude, ça marche. Mais je pense que c'est important de savoir comment ça fonctionne en dessous pour builder notre intuition. Comme ça, quand l'IA nous génère du code, bien, on va facilement pouvoir trouver les bugs. Fait que si on a une bonne intuition, on va pouvoir voir les bugs plus rapidement, puis voir ce que l'IA nous génère, c'est bon ou pas bon. Right? Fait qu'on va embarquer un peu plus dans le vif du sujet. Ça permet de faire quoi les closures? En gros, ça permet de donner une fonction de mémoire privée locale. Donc, mémoire privée vraiment à la fonction. Là, vous dites tout ça. Là. Comment c'est possible? Genre, what the fuck? Une fonction de la mémoire, je comprends pas. Moi, je comprenais pas, en tout cas. Fait que là, pour comprendre comment ça fonctionne, on va aller voir comment le code JS est exécuté. Fait que qu'est-ce qui se passe quand le browser ou Node ou Dino, I guess. Qu'est-ce qui se passe là-dedans quand le code JS est roulé et interprété? Fait que là, on a un petit programme super simple. Ça multiplie, c'est une fonction qui multiplie un input par 2. Puis on va parler d'un contexte d'exécution. Du contexte d'exécution, en fait, il va en avoir plusieurs. Il faut savoir que, c'est ça, quand le code est roulé dans le browser, on va partir d'un contexte d'exécution. Puis ce contexte-là va avoir une mémoire. Right? Il va avoir 3 choses, en fait. On aura une mémoire pour garder en mémoire les valeurs qu'il va rencontrer, puis les clés de ces valeurs-là, en fait, on va voir ça. On va avoir une petite flèche qui est la tête de lecture, ou le thread of execution. Puis c'est le fun, dans JavaScript, il y a juste un thread. Fait qu'on a juste une tête. C'est facile à suivre. Puis ensuite, on va avoir une pile d'appels. J'espère que tout le monde la voit. Elle est ici en bas. C'est la call stack. On entend ça des fois. Puis dans cette pile d'appels-là, on a le contexte global qui est toujours là, dans le fond de la pile. C'est notre contexte root, on va dire, là, qui est vraiment ici, là, au début de notre exécution, on va dire ça même. Fait que là, ça part, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on exécute ça. Right. On va écrire, première ligne, là, on lit la tête de lecture, dans le fond, on va lire le code ligne par ligne, puis elle va mettre ça dans sa mémoire, puis elle va exécuter le code vraiment ligne par ligne. Fait que ça part. Première ligne, const score est égal à 4, on met ça dans la mémoire, const score est égal à 4. Parfait. Là, on tombe sur une fonction. Qu'est-ce qui se passe quand JavaScript tombe sur une fonction? Il va juste prendre la fonction, son contenu, puis il va mettre ça dans sa mémoire. Fait qu'il va juste prendre le texte de la fonction, puis le mettre en mémoire. Vous pouvez voir ça comme prendre le ASCII de la fonction, mettre ça en mémoire, puis il va lui donner, dans le fond, sa clé, ça va être times 2, le nom de la fonction. Parfait, on passe là-dessus, on ne l'exécute pas, on fait juste l'écrire en mémoire. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on a la dernière ligne, on va appeler cette fonction-là. Comment on sait qu'on appelle une fonction? C'est qu'on lui donne des petites parenthèses de même. Right, ça c'est pas fou. Puis on va donner à cette fonction-là le paramètre score.
score qui est évalué, donc la valeur de score, on va évaluer, on va aller chercher la valeur, qui est 4. On va donner ça à times 2. Puis quand on appelle une fonction, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va créer un nouveau contexte d'exécution. Fait que là, l'appel de fonction génère un nouveau contexte. Ce contexte-là, il y a les mêmes paramètres que tout le monde. Il y a une petite mémoire à lui. On va ajouter ce nouveau contexte-là juste ici, dans la pile d'appel. Fait que là, la pile d'appel, ça sert un peu à dire à l'interpréteur JavaScript, « Hey, t'es rendu où? T'es dans quel contexte? Qu'est-ce que tu fais? » Puis ensuite, on va envoyer notre taille de lecture là-dedans. Quand on rentre dans une fonction qui a un paramètre, on va tout de suite l'écrire dans notre mémoire. Fait que là, input, c'était notre argument. On a donné 4, score qui est évalué à 4, en paramètre. On le met là dans notre mémoire. Puis ça, c'est important. C'est quand on rentre dans une fonction, la première chose qu'on fait, on met ça dans notre mémoire, on met son input en mémoire. Right. On fait la même chose, on exécute le code. Donc ici, on va voir result est égal à input fois 2. Right. Donc on va voir input, ici est à 4, on évalue ça, on va évaluer l'input pour être 4, fois 2 va donner 8. On met ça à result, puis on va retourner result. Puis quand on retourne, on va évaluer result, donc on va aller chercher la valeur de result. On retourne ça, puis là, pouf, ce contexte-là est fini. On pop de la pile d'appel, le contexte de la pile d'appel, puis on retourne la valeur multiply value 8. On a évalué la fonction times 2. Donc, la fonction times 2, on a été chercher la fonction, on a évalué la fonction, on l'a transformée en valeur, puis on l'assigne à la constante multiplied value. Est-ce que tout le monde a suivi ce qui s'est passé? Je fais des hochements de tête. Nice. Prendre un petit peu d'eau. C'est assez facile, ce bout-là. Puis là, je vous dis sûrement, genre, où c'est qu'il s'en va, ce gars-là? Je comprends pas trop. Là, avant d'embarquer dans une closure, on va parler de scope. Le scope, c'est quoi? C'est tous les endroits où est-ce que la variable va être visible dans le code, mettons. Fait que c'est ça. Fait que là, on va commencer, effectivement, où est-ce que la variable, où est-ce que je peux lire ma variable? Dans le fond, c'est ça, le scope d'une variable, c'est quoi tous les endroits où est-ce que je peux la lire? Fait que là, on va parler de scope dynamique, c'est un peu ça qu'on a vu. Right, ici, tantôt, là, c'est un peu la même fonction, elle est un petit peu différente. La variable score est définie directement dans cette fonction-là. Ça veut dire que quand, ici, je vais lire score, je vais avoir directement accès, parce qu'elle aura été définie dans sa petite mémoire dans l'exécution, dans le contexte d'exécution de cette fonction-là. Right? Mais là, puis dans le fond, ici, si, mettons, je fais ça, on voit que ça a fonctionné. Right? On output 8, le display value, il y a la bonne valeur. Là, qu'est-ce qui se passe si je recommande ça, puis je fais ça de même? Comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bien là, right, si genre là, on le sait intuitivement, là, on sait que ça va encore marcher, ça va devenir 8. Right? Mais là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est que, on va aller, dans le fond, on va aller remonter. Si, mettons, je n'ai pas accès à cette valeur-là, score 4, tu sais, elle n'est plus dans ma mémoire de times 2. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller remonter du contexte times 2, on va popper ça, puis on va aller voir dans le contexte parent global, est-ce que toi, tu as la valeur score? Là, lui, il l'a, dans le fond. À ce moment-là, lui, il l'a, fait qu'il peut aller la lire, puis le code, il compile ou il run bien, dans le fond, il n'y a pas d'erreur. Fait que c'est ça, le scoping dynamique, c'est vraiment, c'est remonter la pile d'appel pour avoir accès à la fonction. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, ça veut dire que dans un scope dynamique, qui est un scope qui est évalué au runtime, on va avoir accès à tout, le contexte enfant va avoir accès aux variables du contexte parent. Right? On va pouvoir monter la pile d'appel, aller chercher les valeurs qui sont définies dans le contexte parent, puis pouvoir les lire, puis faire ce que tu veux avec. Right. Portée dynamique. Dynamic scope, c'est ça. Fait que là, on rentre dans le vif du sujet. Une closure. Spoiler alert, une closure, c'est une fonction qui retourne une fonction. C'est ça qui fait tout un peu la magie. Fait qu'on part. OK, right. Encore une fois, contexte d'exécution, mémoire, taille de lecture, pile d'appel, même affaire. On va exécuter ce code-là. On lit fonction. On va seulement écrire le contenu de la fonction, donc le texte de la fonction, dans la mémoire. Puis on ne fait rien d'autre avec ça. Ici, à cette ligne-là, on va l'appeler. Donc, encore une fois, on va se créer un contexte d'exécution. On va mettre le scoreboard dans la pile d'appel. Puis, on va rentrer dans notre contexte d'exécution. On n'avait pas de paramètres, donc il n'y a pas de paramètres à écrire. On va exécuter le code ici. Score est égal à 0. On a la fonction increment qui est définie. On fait seulement la mettre en mémoire, le texte. On s'en fout qu'est-ce qu'il y a dedans.
puis on va retourner increment. Fait que là, on va retourner la définition de la fonction increment. Right. Puis là, c'est là que la closure va se passer, dans le fond. Ce qui va se passer, c'est que la fonction, elle va apporter avec elle la variable score dans un petit sac à dos. Right. Là, c'est un peu fucké, là, on va peut-être un peu comprendre plus tard. Puis, c'est vraiment un sac à dos d'horreur. Elle va apporter la variable score avec elle. Puis comme ça, quand je vais l'appeler cette fonction-là, puis que je vais vouloir faire score plus plus, on s'entend que cette fonction-là, c'est ce qu'elle fait à l'incrément de score. Right? Puis quand je vais l'appeler, puis je vais créer mon contexte d'exécution, que je vais rentrer dedans, faire ma mémoire, tout ça, bien là, ici, ce qui se passe, c'est que quand je veux appeler score, je ne l'ai pas dans ma mémoire locale. Je ne l'ai pas non plus dans ma mémoire parent. Fait que comment que je fais pour incrémenter score qui serait undefined, right? Parce que je ne l'ai pas dans mes... Enfin, selon la dynamic scoping, je n'aurai pas cette variable. Je n'aurai pas accès à cette variable-là. Là, c'est là que la closure vient entrer en ligne de jeu, I guess. Mais la fonction a son petit backpack qu'elle peut regarder dedans. Puis là, elle a son score dedans, son backpack, fait qu'elle va pouvoir incrémenter cette valeur-là, puis y avoir accès, puis le code va compiler au final. C'est un peu fucké. On va aller parler d'un autre scope qui va permettre, dans le fond, c'est le scope lexical, c'est ça qui permet de faire cette manipulation-là de données comme dans la fonction. Le scope lexical, ce qu'il faut savoir, c'est un scope qui est défini au write time. C'est quand vous écrivez votre fonction, vous définissez un scope sans le savoir. Puis, c'est ça. Ici, on a un peu ça. On a un petit programme, on a une fonction, encore une fois, scoreboard, qui a score est égal à 0. C'est vraiment le même programme qu'on avait tantôt. J'ai ajouté une petite fonction de display score. Puis, dans le fond, ces deux fonctions-là sont définies dans le scope, dans le contexte de scoreboard. Puis, ce contexte-là, quand il va être retourné, les fonctions vont comme aspirer les variables avec eux autres, les apporter dans leur sac à dos, puis ils vont partir avec. Puis, mais les deux vont avoir une référence vers la variable score. Fait que là, si mettons j'appelle display score, ici on pourrait croire que increment serait juste de 1. Est-ce que chaque increment a référence à son score 0 ou c'est le même score qu'ils vont référencer? Bien là, ici, mettons que c'est le même score dans le fond. Puis display score a aussi accès à cette même référence-là de variable. Right. Donc, lexical scope définit au write time, le scope de ta fonction va dépendre d'où est-ce que tu l'as écrit. Quand même crazy. Parce que moi, je trouve ça crazy. Peut-être que c'est pas si crazy ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, on l'a défini dans ce contexte-là, donc elle a accès à ce contexte-là. Même si je la sors de ce contexte-là, bien, il n'y aura plus accès. Elle va encore y avoir accès, en fait. Même si, dans le fond, toutes les mémoires des autres contextes, dynamiquement, il n'y aura pas la variable score, dans le fond. Elle vit seulement dans le contexte de scoreboard, mais avec la closure, donc la fermeture autour de cette fonction-là, dans ce contexte-là, il y a accès vu qu'elle a été définie dedans. J'espère que c'était clair. Je ne suis pas trop sûr, mais bon. On va continuer. En fait, c'était-tu clair? Cool. Fait que vous avez vu un peu sur une closure. Puis là, on va voir comment c'est utilisé dans la vraie vie. Il ne reste pas long, là. J'espère que j'ai fait quand même beaucoup de temps. Je ne sais pas, c'est combien de temps que je parle? C'est correct? Merci, F. Gentil, man. My man. All right. Fait que, comment c'est utilisé dans la vraie vie, ça? Tu sais, dans le fond, au final, c'est rare qu'on voit ça, les closures. C'est rare qu'on entend parler. Il y a bien des raisons pourquoi pas grand monde connaît ça, dans le fond. C'est parce que on n'utilise pas ça tant souvent que ça. C'est rare qu'on va écrire des fonctions qui retournent des fonctions, puis qu'on va utiliser leur variable comme privée, au final. Mais il y a quand même des patterns qui les utilisent, puis je trouve ça intéressant quand même de les voir. Premier pattern, c'est le Revealing Module Pattern, qui est vraiment, là, honnêtement, cette fonction-là, c'est un peu comme elle que j'ai montrée dans les deux slides d'avant. On a un score, là j'ai ajouté une variable de player. On a une fonction qui va display le score avec le player et le score, et une fonction qui set le player name. Puis on va retourner seulement set player name et display score dans un objet. Puis en fait, ça, au final, ce qu'on fait, si on vient de faire un Revealing Module, au final, là, ça permet de, comme une classe, exactement comme une classe, c'est de définir des méthodes publiques et privées. Mettons, si je ne retourne pas une méthode, elle va devenir privée. Comme je ne retourne pas score, donc score n'est pas accessible ailleurs que par display score et set player name. Donc on vient vraiment de faire une classe avec une fonction. Ce qui est, moi, je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça, wow, on a de la visibilité sur des variables avec justement les fonctions. Fait que pas besoin de classe pour avoir ce biais-là. Puis ça, dans le fond, c'est un pattern qui était utilisé avant
les modules ES6, donc les import, export, tout ça, pour justement compartimentiser, séparer des chunks de code ensemble. C'est ça. Puis si, mettons, là, si vous regardez comme ça, on peut voir, hop, et ça ressemble pas mal au import-export qu'on a en ce moment dans JavaScript. En tout cas, j'espère que vous utilisez. En tout cas, pour le monde qui sont ES6 et plus. En fait, les modules ES6, leur implémentation n'utilise pas les closures en tant que telles, mais leur behavior, leur comportement est vraiment très similaire. Voilà, je voulais juste dire ça. Cool. Prochaine affaire, currying. C'est Steph, man. C'est Steph qui a fait ça, non, c'est pas vrai. C'est ce gars-là. Lui, c'est Haskell Curry. Monsieur Haskell, qui a aussi le langage Haskell. Le langage Haskell a été aussi nommé pour ce beau bonhomme-là. Puis aussi la méthode de currying, qu'on va voir. Mais dans le fond, c'est ça. C'est un gars qui est quand même. I guess il y a beaucoup de clout dans la communauté fonctionnelle. Fait que c'est quoi le currying? Qu'est-ce que ça veut rien, comme mot, ça veut rien dire? Quelqu'un qui dit « je vais curry la fonction what the fuck is this? » En fait, quand on va curry une fonction, c'est de prendre une fonction qui a plusieurs paramètres, puis on va le transformer en une chaîne de fonctions avec seulement un seul paramètre. Puis ça nous permet de faire plein de choses. Comme où est-ce que je m'en allais avec ça, moi? En fait, on va regarder la fonction curryLogger. Okay? Mais en fait, ça nous permet de faire plein de choses comme paramétriser des fonctions. Fait que ici, je vais pouvoir paramétriser ma fonction, mon logger, avec warn. Puis là, je me crée un warning logger que je vais réutiliser plus tard dans mon app. Si je pourrais faire un logger, mettons, qui parle à un tel endpoint. Mettons, je pourrais faire un logger qui parle à tel endpoint, un autre logger qui parle à tel endpoint, puis je pourrais avoir deux loggers avec la même implémentation, au final, je ne sais pas trop, qu'on pourrait utiliser un peu partout. Fait que ça nous permet un peu de faire des stratégies, au final. Moi, c'est comme ça que je le vois un peu, là, pour le monde qui ont fait le bac à l'Université Laval. Fait que c'est vraiment comme une stratégie, puis ça nous permet de faire de la configuration de fonctions. À la place d'avoir juste plein de fonctions avec plein d'arguments, ça nous permet de réduire ça, puis bon, plein de patterns à faire. Puis là, comment ça fonctionne tout ça? Tu sais, tantôt, je vous ai dit tantôt là, que quand on va passer un paramètre à une fonction, il va directement être mis dans sa mémoire de cette fonction-là. Bien, sa mémoire, c'est un peu son contexte au final. Fait que ça fait en sorte que le message, quand je vais retourner, va avoir accès au paramètre que j'ai passé parce qu'il est dans le contexte de la fonction. À cause que quand on appelle une fonction, on directement le met dans la mémoire. Donc, ça veut dire en sorte que quand je vais appeler message, je vais avoir accès à ma variable level et à ma variable message que j'ai donnée aussi. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça fonctionne. Là. C'est ça, ça marche. C'est vrai. Fait que dans le fond, je me suis créé un warning logger, puis j'ai dit à la query, faites attention. Cool. Comment ça, je veux dire avec ça? Comment on va débugger ça maintenant? Parce que là, on s'entend que en tout cas, si vous partez d'ici, moi, j'aime bien ça, implémenter des choses que je découvre sur Internet. Pas sûr que c'est une bonne idée, mais si vous voyez ça, comment vous allez débugger ça? Parce que c'est un peu fucky quand même à débugger. Là. On s'entend qu'il y a des variables, là, ils peuvent avoir un scope caché. Comment je fais pour, tu sais, mettons en prod, pas en prod, mais je trouve ça dans mon code, puis je sais pas quoi faire. T'sais. Je comprends pas comment débugger ça. Ça fait un behavior bizarre, je comprends pas. Bien, c'est là que le debugger va venir à la rescousse. Puis, c'est un des seuls concepts, c'est un des seuls problèmes quand JavaScript, on ne peut pas résoudre avec un console log, parce que des variables de la closure vont se cacher dans une propriété qui s'appelle bracket scopes. Puis cette propriété-là n'est pas accessible aux développeurs. Dans le fond, c'est vraiment utilisé seulement dans l'engine interne de JS, puis dans les débuggers. Fait que c'est impossible de la console logger. Bien, je sais pas. Je dis ça, si quelqu'un dans la salle sait comment. Moi, je n'ai pas trouvé. Mais c'est ça. Fait qu'au final, il faut utiliser le debugger. Ça, c'est un screenshot de moi qui run cette fonction-là, puis qui prend un screenshot de ce que je vois dans le debugger. Fait qu'on voit vraiment ça. Si vous voyez cette affaire-là, scope, tout, avec des petits brackets, bien, vous savez que c'est la closure de la fonction, c'est le contexte de la fonction qui est là. Fait qu'on voit là, j'ai vraiment débugué. Je pense que j'ai mis un point de debug sur increment, puis on voit que increment a accès à player name et elle a accès à score, qui sont deux variables qui ont été définies ici dans la fonction scoreboard, puis que increment elle est partie avec, puis elle l'a mis dans son backpack, puis c'est ça. Fait qu'elle y a accès. Puis j'ai une autre photo, je pense. Ah oui, c'est ça.
DevTools, évidemment, il l'a. Chrome DevTools, n'importe quel DevTools, j'ai mis Chrome parce que c'est le plus utilisé. Mais c'est ça. On a encore aussi, je sais pas, voyez mon curseur? OK, ouais. On a encore ici Scopes, pour les gens dans le fond, c'est ça. Scope est là, vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. On voit aussi global, ici on a l'objet Window. Dans un browser, on a un contexte global à l'objet Window. Donc Window est accessible à toutes les fonctions en bas enfants du contexte global. Fait que c'est tout, et c'est fini, c'est juste ça. Je ne sais pas si ça a été bien long, pour vrai. Je voulais juste dire merci à ce gars-là, Will Sentence. C'est lui c'est de lui que j'ai comme un peu copié ou je me suis beaucoup inspiré de son modèle avec la mémoire, pile d'exécution, pile d'appel, puis une tête de lecture. Fait que lui, il donne des talks chez CodeSmic. Puis c'est aussi lui qui a inventé. C'est aussi lui qui parle de Backpack pour apporter ces variables de son contexte. En tout cas, voilà. Oui. Comme d'habitude, j'ai une question en contexte. Ouais. Je trouve que le gars, Curry, il te ressemble quand même, hein? Le Chad. Je sais pas, mets-toi un peu de profil, puis Hey man, je suis hype pour vrai, c'est pas un pichou, là. Non, je voulais savoir, le backpack, ça vient de toi ou c'est Sam, le dos? C'est Will. C'est Will qui a parlé de ça. T'as juste rapé son content. J'ai un peu rapé son content. Mais c'est parfait. Mais j'ai pas trop rapé non plus, là. C'était quand même respectueux. Tu sais que je fais exprès. Bravo. Ouais, non, mais je trouvais ça intéressant le backpack, puis moi, ça m'a aidé quand même à comprendre First Try, fait que je voulais quand même l'apporter. Je trouvais ça une belle analogie. Oui, Fleur. Là, du function currying, là, en principe, là, c'est bien cool tout, là, mais faites-vous ça dans des vrais code base en production ou pourquoi vous n'utilisez pas à la place des arrow functions, genre, qui sont plus élégantes ou bien, tu sais? Dans le fond, l'arrow function, c'est pas vraiment ça qu'on vient chercher. En fait, c'est pas je pourrais transformer ça en arrow function, là, ici. Là. Dans le fond, c'est toutes des fonctions qui pourraient être... Non, c'est pas ça que je veux dire. Là, mettons, tu vas curry une fonction, là, puis là, tu la passes à un map. T'sais, mettons, là, fait que là, le deuxième argument, là, la deuxième fonction, finalement, c'est ce qui arrive du map. C'est l'item à mapper. Là, mais à la place, il y a d'autres stratégies que du function currying pour arriver au même résultat. Là. Pourquoi vous vous complexifiez à des fonctions qui retournent des fonctions qui retournent des fonctions? Faites-vous ça pour vrai ou bien c'était juste pour le présenter? Non, moi, c'est juste pour présenter. Je connaissais pas le concept. Je trouvais ça cool de présenter. J'ai pas encore trouvé de use case intéressant. Assez intéressant où est-ce que... C'est pas pour rien qu'on ne le voit pas en prod, là, c'est parce que, évidemment, il y a des... Tu peux t'en sortir sans faire ça. C'est juste un concept de progression fonctionnelle qui est dans JavaScript, que je trouvais hot, puis que peut-être qu'à un moment donné, écoute, ça va me sauver la vie, je sais pas. Mais pour répondre à tes questions, je pense que c'est vraiment difficile pour les développeurs de lire ce code-là puis de comprendre ça, là, dans le fond. Fait que je pense que oui, évidemment, on est mieux de faire des patterns qui sont plus populaires. Voilà. J'ai peut-être un use case, moi, pour le currying. Ça m'est arrivé que j'avais une fonction dans un composable, puis j'avais un ref, en Vue.js ou en React, peu importe. J'avais un ref qui était passé à la fonction au-dessus. Puis quand je callais mes différentes fonctions, il allait jouer directement dans le ref. Fait qu'il était callé, il était, tu sais, dans ton script en React ou en Vue, tu appelais la fonction, tu extrais la fonction. Puis plus tard, quand tu l'appelles, tu n'as pas besoin de tout le temps repasser le ref. Il est tout le temps déjà été passé au départ. Ok, c'est cool. Monsieur... Oui, vous? Juste pour ajouter mon grain de sel, le currying, c'est mieux d'avoir comme un autre design pattern, comme un factory de fonctions qui peut tout le temps être remplacé par un autre design pattern. Et ça permet aussi d'emballer, comme je pense que Mathilde a dit, du contexte dans une fonction que normalement il ne peut pas l'avoir. Exact. Très bonne réponse, merci. Oui, F, encore? Je te niaise pas avec ça. Comment tu compares du bon vieux JS, là, on faisait point bind. Point Point bind. Ok. Tu sors de mon... ouais. Ok, vas-y.
est-ce que point bind, ça query dans le fond un HUD selon toi? Parce que tu binds un contexte, puis tu y passes des paramètres, dans le fond, puis ça te retourne une fonction. Right? Fait que c'est ça. Mais ouais, mais this, quand tu es dans une fonction qui est query, ça va être le contexte en dessous. This, c'est le contexte, ouais, je sais C'est ça, ça. fait que quand tu fais bind, c'est comme si tu l'as ajouté directement dans le scope, en mon avis. Je peux pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Ma réponse est je ne sais pas. Si, je sais peut-être. Non? Tu le sais-tu? Si, c'est quoi la réponse à la question à F? Je pense que quand tu fais point bind, tu l'injectes directement dans le contexte, là, puis tu as accès à tout ce qui est dans le contexte via this. C'est comme tu pars avec tu le mets dans un autre contexte. Je pense que si tu vois, tu l'amènes direct dans le contexte quand tu fais point bind explicitement. Je pourrais faire une future présentation sur point bind et tout ça. Stay tuned. Autre question? All right, bon, mais une dernière.